C'est l'entrepreneur le plus iconique du XXIe siècle. Il nous accompagne au quotidien, il est dans nos poches et sur nos bureaux à travers tout ce qu'il a imaginé et créé. Il a fait de la technologie quelque chose de désirable, grâce à ses produits à la fois élégants et fonctionnels. Mais derrière tout ce génie créatif, il y a l'histoire d'un homme complexe, perfectionniste et souvent très difficile à vivre pour les autres. Depuis son garage jusqu'au sommet du monde, son parcours est un éloge à l'audace. Vous l'avez peut-être deviné, vous l'avez vu sur le titre. Aujourd'hui, je vous raconte la vraie vie de Steve Jobs. Mais juste avant, place au sponsor de cette vidéo. Steve Jobs a beau être un inventeur de génie, il a pas tout inventé non plus. Par exemple, la liseuse, c'est pas lui. C'est en 1993, à l'école polytechnique de Milan, que l'on a entendu parler de la première liseuse. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai envie de vous parler de la liseuse Kobo Clara Color. Donc on est en plein dedans. La liseuse Kobo Clara Color, c'est quoi ? C'est votre bibliothèque dans un appareil compact et léger, et dedans vous pouvez stocker 12 000 livres, même si vous n'en avez besoin que d'un seul, le mien. Alors il y a évidemment plein de fonctionnalités qui font que c'est plus qu'une simple liseuse. Par exemple, vous avez une lumière anti-lumière bleue, pour lire tranquille la nuit. Vous avez aussi des fonctionnalités pour écouter des audiobooks avec votre appareil Bluetooth. Et puis comme son nom l'indique, c'est en couleur. Du coup, par exemple, vous pouvez surligner avec des couleurs différentes. Pour les livres, vous avez deux façons de fonctionner. Soit vous achetez les livres au fur et à mesure de vos envies, comme le mien par exemple. Soit vous passez par l'abonnement e-book Kobo Plus, et là, c'est la liberté. C'est gratuit et sans engagement les 14 premiers jours pour tester. Et ensuite, c'est 9,99 par mois pour avoir accès à plus de 100 000 titres français. C'est l'occasion de tester de nouvelles choses, de commencer un livre et de, par exemple, ne jamais le finir. Ça arrive. D'ailleurs, je vous ai fait ma petite sélection de livres que je vous recommande, je vous la mets en description. Je précise que vous pouvez aussi y mettre des PDF, par exemple, que vous avez sur votre ordinateur. Hyper simplement, avec juste un câble. Donc voilà, c'est la Kobo Clara Color, elle est à 139,99 au lieu de 159,99, en passant par mon lien en description. Je vous ai également mis le lien de l'étui slipcover pour protéger la liseuse. On sait jamais, je préfère prévenir. Ok, sortez le popcorn et le plaid, cette fois c'est vraiment parti pour la vie de Steve Jobs. Et j'espère que vous êtes tout aussi excités que moi. Le petit Steve naît le 24 février 1955 à San Francisco en Californie. Ses parents s'appellent Johann Scheibel, une femme d'origine germano-suisse, et Abdul Fattah Jandali, un Syrien venu faire son doctorat de sciences politiques aux États-Unis. Je vous le dis direct, je me mouche au max, mais mon nez est pris, quoi. Je suis malade, j'ai déjà décalé le tournage, et il faut que cette vidéo sorte. Je fais au maximum. Comme vous l'avez remarqué, aucun des parents ne s'appelle Jobs, et c'est pour une raison très simple. C'est que lorsque Johann et Abdul Fattah tombent amoureux et se mettent ensemble, le père de Johann s'oppose tout de suite à cette union, parce qu'il ne veut pas que sa fille fréquente un homme non catholique. Et lorsque Johann tombe enceinte, elle et son compagnon Abdul Fattah prennent alors une décision difficile. Ils doivent faire adopter leur enfant. Johann veut quand même assurer le meilleur avenir possible pour le bébé, donc elle pose une unique et très importante condition. La famille qui adopte son enfant devra avoir des diplômes universitaires. Il y a d'abord un avocat et son épouse qui se présentent, mais ils changent d'avis quand ils découvrent que ce sera un garçon qui va venir au monde, et non une fille. Finalement, Johann doit accepter que Paul Jobs, mécanicien, et sa femme Clara, une comptable, adoptent son enfant. Déjà parce que le temps commence à presser, et ensuite parce que personne d'autre ne se manifeste. Seul problème, ce couple ne possède pas de diplôme d'université, ni même de secondaire. Et quand Johann découvre ça, elle refuse de signer les papiers d'adoption. Alors que ça fait déjà des semaines que Steve est chez Paul Jobs et Clara en Californie. Situation de crise, et finalement les deux camps font un compromis. Les parents adoptifs vont créer un fonds de financement pour pouvoir payer l'université lorsque le moment sera venu. Et c'est donc comme ça que Steve devient définitivement un Jobs. Les choses auraient pu être très différentes à peu de choses près. Puisque quand ce deal est conclu, le père de Johann, qui refusait son mariage, décède. Et Johann et Abdul Fattah finissent par se marier, et ils vont avoir un deuxième enfant, une fille, qu'ils vont pouvoir élever. Donc voilà, à quelques semaines, Steve Jobs aurait pu grandir en tant que Steve Jandali, dans un tout autre cadre. Le petit garçon, bien sûr, ne se rend pas compte à ce moment-là de tout ce qui se joue autour de lui, et en grandissant, il sera très heureux dans sa famille. Il va toujours les considérer comme ses seuls parents, bien qu'il sait parfaitement que ce ne sont pas ses géniteurs biologiques, ce qui ne sera pas un secret. Mais malgré tout, il y aura toujours en lui cette cicatrice quant au fait d'avoir été abandonné. Plus tard, certaines personnes qu'il a fréquentées pensent que c'est à cause de cette blessure d'abandon que Jobs sera aussi obsédé par le contrôle dans son travail. Lui, par contre, refuse cette explication, et il dit à ce sujet « Certains disent que c'est pour ça que j'ai travaillé très dur,
pour que mes parents biologiques regrettent de m'avoir laissé en chemin, ou je ne sais quelle autre explication fumeuse, c'est ridicule. Savoir que j'ai été adopté m'a peut-être rendu plus indépendant, mais je me suis jamais senti abandonné, juste différent. Ce sont mes parents qui m'ont donné cette force, ce sont eux qui m'ont convaincu que j'étais quelqu'un de spécial. Et en effet, c'est son père, Paul, qui va lui apprendre les bases du bricolage et de la mécanique, et Steve l'aide à réparer des voitures dans le garage familial. Lorsqu'il voit passer des gens dans la rue, c'est sûrement des personnes qui travaillent dans des domaines technologiques, comme les batteries ou bien les radars. Puisque c'est l'émergence de la Silicon Valley en Californie, et plein d'entreprises technologiques viennent s'installer là-bas, ce qui va créer un âge d'or pour l'entrepreneuriat. Par exemple, il y a Hewlett Packard qui va être fondé dès 1939. Alors là, comme ça vous dit peut-être rien, et encore. Mais Hewlett Packard, c'est la marque HP. Et l'un des premiers clients de HP, ce serait une entreprise que vous connaissez, un certain Walt Disney. Donc voilà, c'est un peu le coin des stars, mais lorsqu'il grandit, Steve Jobs est quand même loin de tout ça. Il se sent en décalage à l'école, à la Homestead High School, parce qu'il n'est pas vraiment stimulé par les cours. Une de ses profs doit même lui donner des cahiers remplis d'exercices de maths pour le défier un peu, et elle lui dit que s'il les remplit avec une majorité de bonnes réponses, il aura des bonbons. Ce qui va faire de bon cœur, au point même d'oublier la récompense sucrée qui l'attend, et à juste résoudre les calculs pour le plaisir de les faire. Mais là où il s'épanouit vraiment, c'est au club des explorateurs de Hewlett Packard, où chaque mardi soir, une quinzaine d'élèves se réunissent dans la cafétéria pour écouter un ingénieur de HP parler de son travail. C'est là que Steve voit pour la première fois un ordinateur, un mastodonte de 20 kilos qu'il définit comme étant la beauté incarnée. C'est déjà un garçon extrêmement déterminé. Au club des explorateurs, on encourage les étudiants à mener des travaux personnels. Et Steve, alors âgé de 13 ans, veut construire un fréquence-mètre pour compter le nombre de pulsations d'un signal. Il a 13 ans. Quand tu veux faire un fréquence-mètre à 13 ans, tu sais que t'es chaud. Seulement, petit problème, il lui manque des composants. Et donc il appelle directement HP pour les obtenir. Mais il appelle pas genre le secrétariat ou le service des stocks et tout. Non, non. Il prend l'annuaire et il sonne directement chez Bill Hewlett, le PDG de HP. Le H de HP en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que Bill décroche. Voilà, ça arrive que dans les films ça. Il papote pendant une vingtaine de minutes et non seulement Hewlett lui donne les pièces, mais en plus il lui propose un job d'été à l'usine de fabrication des fréquences-mètres. Voilà. Histoire dingue. Et ce qui est dingue aussi, c'est que non seulement Steve Jobs vit à côté de la Silicon Valley avec tout l'enthousiasme technologique qu'il y a, mais il est aussi témoin des débuts de l'époque hippie. Et ça va avoir un impact fort sur lui, parce qu'il consomme du cannabis dès qu'il a 15 ans et du LSD un peu plus tard, ce qui va beaucoup énerver son père. Plus tard, il témoignera en disant « J'étais quasiment tout le temps entre deux joints ». On prenait parfois de l'acide, le plus souvent dans les champs ou dans les voitures. Voilà. Un peu dangereux ça, mon Steve. Mais hormis ce côté rock'n'roll, c'est aussi une période où il s'épanouit de plus en plus. Il trouve ses centres d'intérêt. Par exemple, il mélange son intérêt pour la technologie et l'électronique avec l'art et la littérature. Il se met à lire Shakespeare et Platon et il écoute en boucle des CD de Bob Dylan, le chanteur contestataire de l'époque. D'ailleurs, cet intérêt pour la philosophie est quand même assez marquant parce que bien des années plus tard, il dira qu'il aurait échangé toute la technologie disponible simplement contre une après-midi à discuter avec Socrate. Franchement, c'est assez dingue d'imaginer une conversation Steve Jobs-Socrate. J'aurais adoré l'entendre. Donc voilà, à ce moment de l'adolescence, Jobs commence seulement à développer sa personnalité dans son coin, à se construire avec ses livres, ses bricolages et ses cheveux longs. Mais justement, il faut quelqu'un qui le sorte de son coin. Quelqu'un avec qui faire équipe. Et pour ça, quoi de mieux qu'un autre Steve ? Grâce à son camarade de classe Bill Fernandez, Steve Jobs, âgé de 16 ans, rencontre Steve Wozniak, âgé lui de 21 ans. Et les deux Steve partagent une même passion, non seulement pour Bob Dylan, mais aussi pour l'électronique. Wozniak est plus timide et de caractère moins déterminé que Jobs. Mais par contre, il a beaucoup plus de compétences techniques quand il s'agit de fabriquer des objets. Par exemple, il va créer une Blue Box en 1971, un appareil pirate qui permet de passer des appels longue distance gratuitement. Les deux Steve en profitent pour faire des canulars, ils appellent genre le Vatican, en se faisant passer pour Henry Kissinger, un des plus importants diplomates américains. On n'a pas le même niveau de canular, clairement. Mais très vite, Jobs comprend que cet appareil est beaucoup plus qu'une blague, et se dit que c'est possible de le vendre. Alors qu'à ce moment-là, je rappelle qu'il n'a que 16 ans, c'est un entrepreneur très précoce. Ce petit jeu autour de la Blue Box va déterminer les rôles entre Jobs et Wozniak. Le premier, qui a une vision globale, qui fixe les prix, qui passe les coups de fil pour vendre, et le second, qui est le technicien, plus timide, l'ingénieur génial qui peut tout inventer. Ils arrivent à vendre comme ça
une centaine de Blue Box, et continue jusqu'au jour où Jobs essaie d'en faire acheter à un groupe de types un peu louches dans une pizzeria. Il y a un des hommes à table qui se montre intéressé, et qui leur demande de venir jusqu'à sa voiture pour les payer. Et là, il sort une arme et les menace. Et Jobs donne bien gentiment le boîtier, ce qui signe la fin de l'aventure Blue Box, mais en même temps, ils ont découvert qu'ils étaient un duo complémentaire et efficace. C'est donc le moment où ils se rendent compte de leur potentiel ensemble. Le duo de Steve peut faire de grandes choses, mais ils ont encore beaucoup à apprendre. Et en parlant d'apprentissage, c'est justement le moment où Steve Jobs doit s'inscrire à l'université. Il choisit le college Reed en Oregon, qui est réputé pour son cadre hippie et très porté sur la tolérance et la liberté d'esprit. Mais c'est aussi un des établissements les plus chers du pays. Même si ses parents ont ouvert un fonds de financement lorsqu'ils l'ont adopté, ils essaient quand même de le dissuader de ce choix, tellement le prix est excessif. Mais Jobs ne démord pas, ce sera soit le college Reed, soit rien. Ses parents acceptent et lorsque vient le moment des inscriptions, ils le conduisent jusqu'en Oregon. Et là, Steve fait quelque chose d'assez étrange. Il leur interdit de venir jusqu'au campus et il leur dit ni merci, ni au revoir. Et le trajet depuis la Californie jusqu'à l'université dure une dizaine d'heures. Voilà, j'imagine pas l'ambiance sur le retour entre les parents. Pour expliquer les raisons de ce geste, Steve Jobs raconte des années plus tard, c'est l'un des moments de ma vie dont j'ai le plus honte. Je ne leur ai montré aucune gratitude et je les ai blessés. Je n'aurais pas dû. Ils avaient tout fait pour que je puisse aller là-bas, mais je ne voulais pas les avoir dans mes pattes. Je voulais que personne ne sache que j'avais des parents. Je voulais être l'orphelin qui avait traversé tout le pays en train et qui débarquait de nulle part. Un être vierge, sans racines, sans relation, ni passé. Un épisode qui montre bien le côté sombre que peut avoir le personnage, et peut-être que le fait d'avoir été abandonné par ses parents biologiques alimente encore une certaine rancœur chez lui. Et en parlant d'alimentation, et pour montrer son caractère obsessionnel, il commence aussi à suivre des régimes très très spécifiques. Il devient végétarien, mais en plus il se nourrit exclusivement d'un certain type de fruits ou de légumes. Parfois il mange tellement de carottes que ses amis se moquent de son teint, qui commence à ressembler à un coucher de soleil, pour reprendre leurs termes. Et voilà, c'est assez spécial. C'est aussi pendant son temps à College Reed qu'il est dans une quête de sens. Il est déçu parce qu'au final l'université n'est plus dans l'engagement politique comme avant, et les étudiants ne parlent plus trop de changer le monde. La nouvelle mode, c'est plutôt le changement intérieur et individuel. C'est pour ça que Steve Jobs commence à développer un intérêt très poussé pour la philosophie orientale et le zen, et lit plein d'ouvrages sur la question. La place que laisse le bouddhisme pour l'intuition le touche beaucoup, alors que la société occidentale, elle est plutôt portée sur la logique. Et donc c'est pour ça qu'il va s'ennuyer en cours. Il comprend pas pourquoi on l'oblige à suivre plein de matières qu'il n'aime pas du tout. Et en même temps, il y a un sentiment de culpabilité, parce que ses parents ont déboursé toutes leurs économies pour qu'il puisse venir à Reed. Il va donc négocier avec les autorités académiques pour arrêter de payer et suivre les cours en auditeur libre, sans diplôme à la clé. Et il va ainsi pouvoir s'incruster dans les auditoires pour écouter notamment le cours de calligraphie. Une anecdote emblématique, parce que c'est grâce à ça que des années plus tard, il dira que si je n'avais pas suivi ce cours à Reed, le Mac n'aurait jamais proposé autant de types de caractères et encore moins de police proportionnelle. Et puisque Windows a simplement copié le Mac, il est vraisemblable qu'aucun micro-ordinateur n'en aurait eu. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre l'importance que Jobs donne à cet aspect esthétique. La technologie, oui, mais elle doit être belle, agréable à utiliser et conviviale. Et c'est dingue de se dire que ce cours où il s'est rendu un peu à la volée a toujours un impact sur notre quotidien aujourd'hui. Mais malgré ça, Steve Jobs comprend qu'il ne va pas faire long feu à l'université, même en tant qu'auditeur libre. Il continue à s'ennuyer en cours. Et il sent que ce n'est pas l'endroit où il doit être. Il veut faire des choses plus concrètes qu'écouter des profs dans des auditoires. 18 mois après son inscription à College Reed, il choisit d'arrêter. C'est la fin d'une période de prolongement de son lifestyle hippie, où il a passé son temps à dormir et à marcher pieds nus dans les chambres de ses amis, à ramener des bouteilles de coca pour récupérer les consignes, et à chercher des repas gratuits au temple d'Hare Krishna local. Maintenant, il est temps de jouer un nouveau rôle. Et ça tombe bien, parce que cette nouvelle vie va arriver grâce à un secteur en vogue, le jeu vidéo. Steve Jobs revient chez ses parents après être parti de l'université. Ce n'est pas vraiment une défaite pour le moment, mais il a besoin de rebondir au plus vite. Il survole tous les jours les journaux dans lesquels il y a parfois 60 pages de petites annonces pour des métiers technologiques, tellement c'est un secteur en croissance. Un jour, il tombe sur une annonce qui dit « Amusez-vous en gagnant de l'argent ». Et c'est donc comme ça qu'il pousse la porte d'Atari, un développeur de jeux vidéo. Quand il se présente à la réception, Jobs qu'il ne partira pas de là sans avoir décroché le job. Et l'ingénieur qui l'accueille hésite à appeler la police. Mais le patron d'Atari, Nolan Bushnell, entend ça
et tient tout de suite à voir le jeune homme. C'est un homme charismatique qui se rend vite compte du potentiel qu'il a dans ce candidat original qui débarque avec des sandales aux pieds. Il lui propose donc un rôle de technicien pour améliorer et fluidifier l'expérience des jeux d'Atari. Steve Jobs est un employé brillant, mais il est aussi très arrogant et il a des rapports très froids avec ses collègues qu'il traite souvent de crétins finis. Son arrogance est quelque chose d'assez caractéristique chez lui, et d'ailleurs, des années plus tard, il dira encore « J'ai brillé pour une seule raison, c'est parce que les autres étaient des nuls ». En plus de ce problème de comportement, il y a aussi un autre souci d'ordre plus olfactif cette fois. Voilà, Jobs est convaincu que grâce à ses régimes spécifiques, il ne produit pas d'odeur corporelle désagréable comme tous les autres humains. Il se permet donc d'être beaucoup moins régulier sur les douches et le déodorant, quoi. Voilà. Mais il se trompe, clairement. Et à cause de ça, la vie au bureau devient assez complexe. Le patron Bushnell doit lui demander de faire des services de nuit pour qu'il croise le moins possible les autres employés. Mais Jobs et Bushnell ont quand même des bonnes relations et ce dernier dira, à l'inverse de mes collaborateurs, il avait un réel questionnement philosophique. On avait des discussions telles que libre arbitre ou déterminisme. J'avais tendance à me dire que notre vie était plutôt écrite et que nous étions programmés. Avec la bonne information, nous pourrions prévoir la réaction de toutes les personnes. Steve était convaincu du contraire. Jobs apprécie son travail à Atari et surtout la simplicité des jeux sur lesquels il travaille, qui doivent être faciles d'accès au point que les adolescents ivres qui y jouent puissent comprendre directement le principe. Peut-être que ce sera une des pistes d'inspiration pour le côté épuré de ses propres produits. Malgré son arrogance et son odeur, Jobs va quand même se faire un ami du nom de Ron Wayne, voilà, qui devait peut-être pas avoir de flair. Je sais pas. Pendant son temps à Atari, Jobs économise aussi ses salaires, pour une raison bien précise, aller en Inde, afin de poursuivre son apprentissage de la philosophie zen. Il s'y rend en 1974, à 19 ans, avec Daniel Kotk, un ami d'université, pour un périple qui va durer 7 mois, et qui va beaucoup le marquer. Lorsqu'il en revient, Jobs a le crâne rasé et porte des habits traditionnels hindous, et ses parents ne le reconnaissent même pas quand ils viennent le chercher à l'aéroport. Il dit « En revenant au pays après 7 mois passés dans les villages indiens, j'ai vu toute la folie de l'Occident et l'omniprésence de sa pensée rationnelle. Et essayez d'observer ce qui se passe dans votre tête, vous allez vous rendre compte à quel point votre esprit est agité. Si vous tentez de le calmer, cela empire, mais avec du temps et de la persévérance, il parvient à s'apaiser. Et quand ce miracle se produit, alors il y a de la place pour entendre des choses plus subtiles. C'est à ce moment que notre intuition s'ouvre et que l'on commence à discerner le monde plus clairement et à être davantage dans le présent. Je trouve ça intéressant de voir à quel point cette philosophie l'influence. Et d'ailleurs, dès qu'il rentre aux États-Unis, il continue à travailler avec un maître zen, Kobun Chino Otogawa. Il va même essayer une nouvelle forme de thérapie développée par le psychothérapeute Arthur Janov et basée sur le cri. C'est très simple, il faut essayer de revivre les souffrances qu'on a vécues et les exprimer par le cri. Voilà. Jobs apprécie ce concept, qui est beaucoup plus intuitif que la thérapie par la parole, et selon ses proches, il essaie toujours d'expulser cette même vieille frustration sur le fait d'avoir été rejeté à la naissance. Il pense même à engager un détective privé pour retrouver ses parents biologiques, mais il ne veut pas faire de la peine à ses parents adoptifs, donc il abandonne l'idée. Après son retour d'Inde, il reprend son service de nuit chez Atari. Là, le patron Bushnell lui propose de concevoir un tout nouveau jeu appelé Breakout. C'est un jeu qui se joue seul, et il faut envoyer une balle contre un mur qui perd une brique à chaque rebond. En plus, Bushnell donne un bonus sur chaque puce économisée en dessous de la barre des 50 puces pendant la fabrication du jeu, des puces donc matérielles. En gros, il faut que ce soit codé d'une manière optimisée. Il sait bien que même si Jobs est brillant, ce n'est pas non plus le concepteur le plus doué techniquement. En fait, Bushnell espère que Jobs va contacter Wozniak pour l'aider sur le projet, parce qu'il est au courant de l'amitié qui unit les deux hommes, et il est surtout au courant du talent technique de Wozniak, qui travaille à ce moment-là chez HP. Et c'est effectivement ce qui se passe. Wozniak est très content d'être appelé par son pote, parce qu'il a toujours voulu faire un jeu. Développer tout le programme derrière, c'est censé prendre entre 1 mois ou 2. Mais Jobs convainc Wozniak qu'il peut y arriver en 4 jours. Ça, c'est un aspect très connu dans la personnalité de Steve Jobs. C'est ce qu'on appelle le champ de distorsion de la réalité. Grâce à son charisme, à sa détermination, son sens du marketing, Jobs arrive à convaincre les gens de voir la réalité comme lui. Et même si quelque chose semble impossible, il peut dire non, c'est possible. Et effectivement, ça devient possible. Wozniak et Jobs arrivent à développer le jeu en 4 jours, en utilisant seulement 45 puces. Donc 5 puces économisées. Et là, il y a un point de tension. Parce que si Jobs donne la moitié du salaire pour la création du jeu à Wozniak, la plupart des témoins disent qu'il va garder tout le bonus sur les puces économisées pour lui. Wozniak va découvrir ça une dizaine d'années plus tard dans un livre sur l'épopée d'Atari.
Et Jobs répondra que c'était un mensonge. Mais Wozniak sera quand même blessé par cette attitude et il en voudra à Jobs d'avoir gardé l'argent et surtout de lui avoir caché la vérité sur l'existence de ce bonus. Il dira à ce sujet, Jobs est quelqu'un de complexe. Son côté manipulateur est la face cachée de tout ce qui a fait son succès. Mais pour l'instant, personne n'est au courant de cette affaire et le jeu Breakout devient un grand succès des bornes d'arcade. Bushnell est très content et il parlera de son employé en des termes élogieux. Pour être un bon chef d'entreprise, il faut avoir quelque chose de particulier. Et j'ai vu cette chose chez Steve. Il n'était pas seulement intéressé par l'électronique, mais aussi par les affaires. Je lui ai montré qu'il fallait se comporter comme si on allait réussir ce qu'on voulait entreprendre. Et qu'alors ça se faisait tout seul. C'est ce que je dis tout le temps. Si l'on feint de savoir ce que l'on fait, les gens vous suivent. Mais comment est-ce que de là, Jobs va réussir à se lancer dans la création de la marque planétaire qu'on connaît? Ce sera encore une fois grâce à son ami Wozniak, qui est très loin d'avoir des ambitions, mais qui est pourtant très proche de révolutionner le monde de l'informatique. Et ça, Jobs va bien sûr en profiter. Un des collègues de Wozniak chez HP l'invite à fréquenter le Homebrew Computer Club, un club d'informatique où des passionnés se réunissent. Ce sera un des tournants de la vie de Wozniak, et donc de Jobs, parce que c'est là qu'il découvre la fiche technique d'un microprocesseur. Une petite puce capable de faire des calculs complexes. C'est une révolution, parce que ça donne l'idée à Wozniak d'un ordinateur de bureau, avec un clavier et un écran. Il revient chez lui et il commence à travailler sur un prototype. Au bout de 2 mois, il réussit à avoir quelque chose qui tient. Et c'est la première fois, d'après Wozniak, que quelqu'un tape sur un clavier et voit le résultat directement sur son écran. Lorsqu'il présente son ordinateur au Homebrew Computer Club, tout le monde est très impressionné, et surtout Steve Jobs. Wozniak, qui est d'une personnalité altruiste, rêve de pouvoir distribuer gratuitement son invention à tout le monde. Mais c'est là que Jobs intervient. Voilà. Il arrive à convaincre son ami qu'il faut vendre les ordinateurs. Il lui suggère de fonder une société ensemble, et c'est une aventure qui paraît alléchante à Wozniak. 2 amis qui vont créer leur propre boîte. Ils cherchent un nom, et d'abord ils se disent un truc comme Matrix ou Executech, mais ils trouvent ça un peu ennuyeux. Et Jobs, qui à ce moment-là suivait le régime de ne manger que des pommes, propose le nom Apple. C'est donc comme ça que naît la légende Apple Computers. Un rapprochement assez mignon entre les pommes et les ordinateurs. Et en plus, ça leur permet d'être aux premières positions de l'annuaire, avant même Atari. Mais tout n'est pas rose tout de suite. Parce que même si Wozniak est enthousiaste, il est encore employé chez HP et ne veut pas perdre ce travail stable. D'ailleurs, dans un souci éthique, comme il travaille chez eux, il demande une réunion à HP pour leur présenter son ordinateur. Les cadres de l'entreprise sont choqués par le potentiel, mais ils estiment que ça reste encore du travail d'amateur, et chez HP, ils ne vendent que du haut de gamme. Wozniak peut donc continuer avec Apple, au grand bonheur de Jobs. D'ailleurs, Jobs, comme il est conscient qu'il faut des renforts, il appelle Ron Wayne, son pote de chez Atari, qui n'était pas dérangé par son odeur, et il lui propose 10% de la société. Il espère que Wayne va avoir un rôle de médiateur en cas de désaccord entre lui et Wozniak. Mais lorsque Wayne comprend qu'il va falloir emprunter de l'argent pour financer la fabrication des ordinateurs, il prend peur, et 11 jours à peine après la signature des contrats, il abandonne les 10%. C'est difficile d'estimer combien ça vaudrait aujourd'hui, parce que les parts peuvent se diluer, etc. Je rentre pas là-dedans, mais rien que 1% d'Apple aujourd'hui, en décembre 2024, c'est 36 milliards de dollars. Voilà. Donc décidément, Ron Wayne, vraiment il avait pas de flair. Par contre, juste avant de quitter Apple, il va dessiner le premier logo de la boîte, très 19e siècle, et différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, avec une référence à Isaac Newton. Une fois que la compagnie est créée, légalement parlant, il faut vendre les produits, et pour ça, il faut des clients. C'est là que Jobs est très important. Il passe des coups de fil, visite des magasins, et finalement, il persuade le gérant du Byte Shop, un magasin d'informatique, de commander une 50aine d'ordinateurs. Les deux Steve appellent plusieurs amis à la rescousse pour pouvoir confectionner ces nouveaux produits, les Apple One. Et ils travaillent tous dans le garage de ce bon vieux Paul Jobs. On dit ordinateur, mais à l'époque, ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît maintenant. C'est en gros une carte mère nue à laquelle il faut encore brancher un clavier, un écran, etc. Et d'ailleurs, le gérant du Byte Shop n'est pas très content lorsqu'on lui livre les Apple One et qu'il voit qu'il n'y a pas d'alimentation ou de clavier, mais lorsqu'il croise le regard de Jobs, il comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de payer. 1 mois à peine après sa création, Apple est en train de devenir rentable et plus ou moins professionnel. Une amie des Steve, Elizabeth Holmes, devient comptable de la boîte à mi-temps. Jobs loue une boîte vocale qui renvoie les appels vers le téléphone de sa mère, et il y a une petite ambiance familiale sympa donc, voilà. Mais les deux personnalités des Steve
s'affrontent. Le père de Wozniak dit que Jobs ne sert à rien dans leur partenariat intellectuel et que le créateur est au-dessus du marchand. Il a des mots très durs, ce qui va littéralement faire pleurer Jobs un soir où il se rend chez eux. Mais Wozniak sait qu'il a besoin de l'ambition de Jobs et que sans lui, il n'arriverait pas à gagner de l'argent grâce aux ordinateurs. Mais cette question financière pose quand même problème entre eux. Wozniak veut vendre les Apple One quasiment au prix de production pour pouvoir les rendre accessibles, alors que Jobs propose de vendre 3 fois plus cher. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Mais il n'est quand même pas rassasié. Il comprend qu'il faut continuer vers un produit beaucoup plus complet, qui serait tout de suite utilisable, pratique, avec une petite touche esthétique. En fait, il est en train de poser les bases des produits Apple tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, il n'a pas encore les moyens de réaliser sa vision. Il cherche désespérément de l'argent. Et il va même se présenter au conseil d'administration d'Atari pour leur proposer de racheter Apple et d'y injecter des fonds. Mais il vient à la réunion pieds nus, ce qui ne passe pas du tout auprès des cadres. Finalement, il arrive à obtenir le contrat d'un ancien employé d'Intel qui est devenu riche grâce à la bourse. Mike Markula. Markula est aussi un homme visionnaire et il pense, comme Jobs, que bientôt chaque citoyen aura besoin d'un ordinateur. C'est l'associé parfait pour Apple. Il accepte d'investir 250 000 $ dans la boîte en échange du tiers départ. Ce qui motive Wozniak à finalement quitter son job chez HP et devenir l'ingénieur à temps plein chez Apple. En plus de son génie technique et de l'ambition de Jobs, Markula sera aussi très important dans la philosophie de la boîte. Il entretient un rapport père-fils avec Jobs et c'est lui qui insiste sur l'idée que les gens jugent un livre à sa couverture et qu'il faut donc soigner au maximum la présentation des produits. Plus tard, Jobs dira que quand on ouvre la boîte d'un iPhone ou d'un iPad, il faut que cette expérience tactile donne le ton, oriente déjà la façon dont le client va percevoir le produit. C'est Mike qui m'a appris ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ils viennent d'engager une agence pour désigner leur nouveau logo, plus moderne et proche de celui qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des couleurs plus psychédéliques, peut-être un peu en hommage à la période hippie de Jobs. Ils veulent introduire ce nouveau logo pendant le lancement de l'Apple II, qu'ils vont présenter lors d'un salon d'informatique à San Francisco. Jobs a alors 22 ans. Apple II est novateur, parce que sous l'impulsion de Jobs, il est présenté dans un boîtier beige, ce qui cache les circuits électroniques et le rend beau à l'œil. D'ailleurs, Jobs est tellement perfectionniste que même si les circuits ne sont pas visibles, il veut quand même que ce soit nickel esthétiquement. C'est une vieille leçon apprise de son père, qui lui avait dit, pendant qu'il construisait des barrières autour de leur maison, que toutes les parties d'un objet, visibles comme invisibles, devaient être faites avec soin. C'est un enseignement qui va résonner à travers l'Apple II. Le produit est presque exclusivement l'œuvre de Wozniak d'un point de vue technique, et d'ailleurs il s'inspire de son travail sur le jeu d'Atari Breakout, mais c'est Jobs qui en a fait un produit élégant et désirable. Comme le dit Regis McKenna, qui travaillera à la publicité chez Apple, Woz a conçu une machine extraordinaire, mais sans Steve Jobs, il traînerait encore dans des boutiques d'électronique avec d'autres geeks. Alors on tient à dire à Régis qu'il n'y a rien de mal à être un geek, mais effectivement, il n'a pas tort. Lorsqu'ils arrivent au salon de l'informatique, ils n'ont que 3 ordinateurs prêts, mais ils empilent des caisses vides derrière leur stand pour faire croire qu'ils ont du stock. Assez audacieux, et le pari est réussi parce que le produit est un succès. On leur passe 300 commandes rien que ce jour-là, et Jobs rencontre même un industriel japonais qui veut devenir le revendeur d'Apple au Japon. Finalement, l'Apple II sera vendu pendant 16 ans à presque 6 millions d'exemplaires. Apple commence à pouvoir prendre des employés dans la foulée du salon, une 50aine de personnes, ainsi que des bureaux, pour réellement lancer la machine. Mike Markula sent que Jobs a besoin d'être épaulé et manque d'expérience, et il appelle un autre Mike, Mike Scott, qui dirige des unités de production dans une grande entreprise pour devenir le premier vrai CEO d'Apple. CEO, c'est le PDG, président directeur général. Jobs, il est mitigé, parce qu'il a un ego très fort et il ne veut pas céder du pouvoir, mais il se sent obligé d'accepter. Ça donne lieu à des disputes un peu futiles. Par exemple, lorsqu'il fait les badges pour le personnel, Scott donne le numéro 1 à Wozniak et le 2 à Jobs. Et ce dernier va jusqu'à pleurer de rage et négocie pour finalement avoir le numéro 0. Alors, c'est pas hyper mature, mais ça se passe comme ça, quoi. Et en plus, tout se passe très vite. Parce qu'en moins d'1 an, Wozniak et Jobs passent de faire leur petite création dans le garage du père de Jobs à carrément employer des gens et à avoir un CEO professionnel. Au niveau de la vie privée, tout va aller très vite aussi, puisque Chrisann Brennan, une amie avec qui Jobs entretient des relations, tombe enceinte. Jobs est alors âgé de 23 ans, le même âge que ses propres parents biologiques lorsqu'ils l'ont eu, et il refuse de reconnaître l'enfant qui va naître. Il prétend ne pas en être le père et que la petite fille du nom de Lisa serait celle de quelqu'un d'autre. Lorsque Lisa a 1 an, un test ADN confirme à 94% la paternité de Jobs. Et il raconte ce moment-là en disant « J'aurais préféré réagir différemment, je n'arrivais pas à me voir père à l'époque, alors je n'ai pas voulu regarder la vérité en face.
Mais quand le résultat du test est tombé, j'ai su avec certitude que la petite était de moi. Quand je disais que j'avais des doutes, ce n'était pas vrai. Je me suis engagé à verser une pension alimentaire jusqu'à ses 18 ans et à donner un peu d'argent aussi à Krisan. J'ai acheté une maison à Palo Alto pour les loger. Sa mère trouvait les meilleures écoles pour Lisa et moi je payais. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais si c'était à refaire, je m'y prendrais autrement et mieux. Est-ce que c'est parce qu'il est en pleine ascension professionnelle qu'il refuse de reconnaître son enfant? Ou bien est-ce que c'est un prolongement de son propre rapport avec l'abandon parental? En tout cas, c'est quelque chose que Jobs va regretter, mais mettra des années avant d'avoir une relation un peu plus apaisée avec sa fille, sans que ce ne soit jamais véritablement un lien père-enfant. Voilà, comme quoi on peut être sur le point d'être propulsé sur le toit du monde, mais aussi avoir une vie privée trouble, et ça doit être perturbant de gérer ça en même temps. En tout cas, c'est quelque chose qui fait pas mal mûrir Jobs et le lance dans la vie d'adulte. Il arrête la drogue et commence à acheter des chemises et des costumes dans des boutiques californiennes à la mode. Il achète aussi une maison avec les premiers revenus de l'Apple II, mais il est tellement à cheval sur la qualité du mobilier qu'il n'y a aucun meuble, pas même un lit. Il dort sur un matelas en dessous d'un portrait d'Einstein. Vraiment très minimaliste comme mec. Mais s'il y a bien une chose qui n'est pas minimaliste avec Steve Jobs, c'est son ego et son ambition. Apple est en bonne voie grâce au succès de l'Apple II. La boîte passe de 2500 ventes en 1977 à 210 000 en 1981. C'est vraiment énorme en termes de chiffres et de progression. Mais Jobs n'est quand même pas si content que ça, parce qu'il pense au fond de lui que l'Apple II est le chef-d'œuvre de Wozniak, et non pas le sien. C'est pour ça qu'il lance l'Apple III en 1980, alors qu'il a 25 ans. C'est un ordinateur avec plus de mémoire, qui affiche plus de caractères sur son écran, et qui peut différencier les majuscules et les minuscules. Mais Jobs a du mal à gérer les équipes pendant le développement, c'est un manager assez lunatique. Un jour, il demande une chose, puis le lendemain, totalement l'inverse. C'est très chaotique comme processus, et du coup, quand l'Apple III sort, il ne fait que tomber en panne, et c'est aussi dû au fait que Jobs, toujours inspiré par la philosophie zen, ne voulait pas installer de ventilo dans l'ordinateur, parce que ça fait trop de bruit. Mais du coup, les composants surchauffent, et s'arrêtent juste de fonctionner, ce qui, pour le coup, ne fait pas de bruit. Ça, c'est sûr, c'est réussi. Donc, c'est un grand échec commercial, l'Apple III. Après, Jobs ne se lance pas que dans l'Apple III, il a un autre projet qu'il développe en parallèle et qui porte un nom lourd de sens, le Lisa, comme sa fille. Des années plus tard, Jobs reconnaîtra que c'est bien sûr pour son enfant qu'il a donné ce nom, mais sur le moment, il ne l'assume pas. Voilà. Il doit trouver une explication un peu complexe pour dire que c'est Lisa, comme Local Integrated System Architecture, ce qui n'a en gros aucun sens. L'ordinateur Lisa a la particularité d'être très fortement inspiré par des idées qui ne sont pas celles d'Apple. C'est une anecdote où on voit le caractère sans pitié de Jobs. Ce qui se passe, c'est que Apple négocie un accord avec une entreprise avant-gardiste californienne, qui s'appelle Xerox PARC. Le principe est simple, Apple donne des actions contre le droit de pouvoir observer des innovations en cours chez Xerox. Du coup, un jour, Jobs se rend avec ses ingénieurs là-bas, et ils assistent aux présentations. Ils écoutent ce qu'on leur dit, etc. Mais ils ne sont pas satisfaits. Apple s'est documenté sur la question, et ils savent que les employés de Xerox leur cachent des choses. Jobs commence à s'énerver très sérieusement, jusqu'à ce que Xerox plie et montre tous leurs travaux en cours. Eux-mêmes ne se rendent pas vraiment compte, mais ils sont assis sur une véritable mine d'or. Ils travaillent sur le développement d'une interface graphique qui fluidifie l'interaction avec l'ordinateur grâce à des fenêtres, des icônes et un curseur. En gros, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors ça a l'air évident, mais ça facilite énormément l'utilisation des ordinateurs. Et les gens d'Apple, après avoir vu ça, vont tout simplement voler cette idée. Cet épisode est parfois décrit comme le plus grand vol industriel de l'histoire, et Jobs l'assume. Xerox could have owned the entire computer industry today. Could have been, a company 10 times its size. Could have been IBM. Could have been the IBM of the 90s. Could have been the Microsoft of the 90s. Pour lui, Xerox n'avait pas du tout les capacités pour utiliser cette idée à son plein potentiel, donc c'était logique qu'Apple s'en empare. Il cite Picasso sur le sujet, qui avait dit cette fameuse phrase « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Et clairement, c'est un vol. Mais tout de même, Apple améliore plusieurs choses, comme la possibilité pour des fenêtres de se chevaucher, et tous ces progrès vont être utilisés dans le développement de l'ordinateur Lisa. Mais en parallèle, si les fenêtres peuvent se chevaucher, les égos aussi. Et c'est une période où il commence à y avoir quelques complots qui se développent chez Apple. Et Jobs est fortement critiqué pour sa manière de gérer les gens et ses crises de colère. Il est très souvent en conflit avec l'équipe de développement du projet Lisa. C'est pour ça qu'en 1980, Mike Scott, le CEO, prend la décision de retirer Jobs de ce projet. Il estime qu'il n'a pas les épaules pour diriger un tel groupe. Et même l'autre Mike Markula, que Jobs considérait comme quelqu'un de très proche, ne prend pas sa défense. Il se sent donc trahi
et isolé au sein de la compagnie qu'il a fondée. Et si on se met à sa place quelques secondes, on imagine à quel point c'est dur. Et encore plus quand c'est un projet qui porte le nom de son enfant. Personnellement, il le vit comme une humiliation. Une des consolations qu'il peut avoir à ce moment-là, c'est l'argent qu'il gagne. Puisqu'en 1980, quand il se fait retirer de l'équipe par Mike Scott, c'est aussi le moment où Apple rentre en bourse. L'Apple II se vend très bien, les affaires sont bonnes, le jour où l'entrée en bourse se concrétise est donc un jour plutôt spécial pour Jobs, puisqu'en tant qu'actionnaire majoritaire, à 25 ans, il se met d'un coup à peser 256 millions de dollars. Pas mal pour un mec qui fait autant de régimes. Ce qui pèse. Alors qu'il fait des régimes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal. Lui qui a tellement étudié la philosophie zen, il devient multimillionnaire en vendant des produits que son associé Wozniak aurait préféré distribuer gratuitement. Intéressant. Il explique son rapport en disant « Je ne me suis jamais préoccupé de l'argent. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne. Je n'ai jamais eu peur d'avoir faim. Et j'ai découvert chez Atari que je pouvais être un bon développeur, alors je n'ai jamais eu d'inquiétude quant à l'avenir. J'ai été pauvre volontairement quand j'étais à Reed et en Inde, et j'ai vécu simplement quand je travaillais. Je suis donc passé d'une pauvreté relative, qui était agréable parce que je n'avais pas à me soucier de l'argent, à une grande opulence, où, de la même manière, l'argent n'entrait pas en ligne de compte. Il dit que l'argent ne rentre pas en ligne de compte, mais il a quand même une sympathie pour les beaux objets. Sinon, il se fait aussi plaisir en achetant des Porsche ou des Mercedes, par exemple. Mais il n'a pas de chauffeur, il les conduit lui-même. Et il essaie aussi de bien se conduire avec ses parents, puisqu'il leur donne l'équivalent de 750 000 $ en actions Apple. Mais au-delà de l'argent, Jobs a besoin d'un nouveau projet depuis qu'il s'est fait mettre à l'écart du projet Lisa. Il a besoin d'un projet où il va pouvoir marquer l'histoire de l'informatique. Il ne veut pas être considéré comme quelqu'un qui a fondé une boîte brillante et qui a passé le reste de sa vie dans l'ombre. Steve a besoin de lumière, même si ça implique d'éteindre celle des autres. Jeff Raskin est un employé qui s'occupe de rédiger les manuels d'utilisation des produits Apple. Raskin rêve pourtant beaucoup plus loin que les manuels dont il s'occupe. Il veut créer un ordinateur beaucoup plus accessible et moins cher que l'Apple III ou le Lisa. Un ordinateur que tout le monde pourrait acheter. Il réussit à convaincre la direction de le laisser travailler sur un mini-projet qu'il appelle Macintosh, en l'honneur de sa variété de pommes préférées, les pommes Macintosh. Il fait ça tranquillement dans son coin, avec une petite équipe, et souvent Steve Jobs passe lui donner des conseils, parce que cette idée du Macintosh l'intéresse. Mais il suit ça de loin, et d'ailleurs Raskin ne supporte pas du tout le cofondateur d'Apple. Il va donc être très déçu de la tournure des événements, puisque après s'être fait retirer le projet Lisa, et après avoir vu les difficultés de l'Apple III, Jobs se cherche un nouveau produit phare sur lequel travailler, et jette donc son dévolu sur le Macintosh, et rejoint l'équipe de développement. Mais son ego ne passe pas très bien auprès des collègues de Raskin, ni de Raskin lui-même. Jobs surexploite ses employés, parce qu'il veut que le Macintosh soit prêt avant le Lisa. Il leur dit que Raskin est un rêveur, mais que lui, c'est un bâtisseur du réel. Son charisme et sa détermination commencent à mettre Raskin de côté, qui écrit la note suivante au président Mike Scott pour se plaindre. C'est un manager détestable. J'ai souvent apprécié Steve, mais il est impossible de travailler avec lui. Il oublie régulièrement ses rendez-vous. Cela arrive si souvent que ça en est devenu comique. Il agit sans réfléchir, à tort et à travers, et ne rend justice à personne. Très souvent, quand on lui expose une idée, il la démonte tout de suite et dit que c'est nul ou absurde, que c'est une perte de temps. Rien que cela prouve ses piètres qualités de manager. Mais si l'idée est bonne, il ira ensuite dire à tout le monde que c'est lui qui l'a eue. Pas foufou, je vous l'accorde. Devant cette atmosphère tendue, Mike Scott convoque Raskin et Jobs pour une réunion, et là, il se trouve dans une situation délicate. Il est devant l'actionnaire majoritaire et cofondateur de la boîte, à qui il a déjà enlevé un gros projet, le Lisa, il y a très peu de temps. Et il se dit que le Macintosh est un truc pas si important que ça au final. Et ça lui permettra, en plus, de ne pas avoir Jobs dans les pattes. Donc, il lui donne raison et lui laisse ce projet. Jobs comprend bien la situation. Il dit « Ils ont voulu me caresser dans le sens du poil et me donner quelque chose à faire. C'était précisément ce que je voulais. Pour moi, c'était comme retourner dans notre garage des débuts. J'avais ma propre équipe de renégats et j'étais le chef. » Il va donc monter une petite escouade d'élite avec celles et ceux qu'il estime être les meilleurs ingénieurs. Il essaie même de recruter son vieux pote Wozniak, mais celui-ci va être alité après un accident d'avion qu'il pilotait lui-même. Mais rien ne décourage Jobs, qui s'approprie ce projet à fond. D'ailleurs, il ne supporte plus le nom de Macintosh, parce que ça lui rappelle trop Raskin. Pour lui, l'ordinateur, c'est comme un vélo du cerveau, et donc il veut appeler ça le bicycle. Évidemment, tout le monde laisse tomber ce nouveau nom au bout d'1 mois, parce que, disons-le, c'est une idée de merde. Mais le projet, lui, reste bien debout, et pour motiver ses employés, Jobs leur dit « c'est mieux d'être un pirate que de rejoindre la marine ». Une phrase très stylée, qui sous-entend que c'est mieux de travailler avec lui sur ce projet, plutôt qu'être autre part chez Apple.
Mais tout de même, le capitaine qu'il est n'a pas toujours les meilleures relations avec ses pirates. Jobs adore plier la réalité pour qu'elle corresponde à son désir. Et il s'en fiche un peu de savoir si ça blesse d'autres gens. Il maîtrise aussi bien la flatterie que l'intimidation, et il a un don pour sentir les points faibles des gens et appuyer dessus si nécessaire. Une des membres de l'équipe Macintosh, Joanna Hoffman, témoigne en disant que il savait d'instinct ce qui pouvait vous faire mal, vous rendre honteux, vous ratatiner sur place. On retrouve cette faculté chez tous les hommes de pouvoir. Ce sont des manipulateurs nés. Et quand on sait que quelqu'un peut vous écraser d'une pichenette, on se sent tout faible et très impatient de faire plaisir. C'est ainsi que Steve pouvait vous tirer vers le haut, vous mettre sur un piédestal et s'assurer ainsi de votre fidélité à vie. Et c'est comme ça que Jobs arrive à tirer le meilleur des gens qui travaillent autour de lui. En fait, il y a souvent deux situations. Ou bien ils jettent l'éponge sous la pression et partent, ou bien ils se laissent contaminer par l'ambition de leur chef et deviennent des acharnés de travail. C'est un petit peu qui tout double, mais après plusieurs années de développement, le Macintosh est finalement prêt à sortir en 1984 quand Jobs a 29 ans. Il s'agit d'un ordinateur qui va démocratiser l'accès à l'informatique grâce à son interface graphique intuitive et à sa souris. Il est aussi moins cher que la concurrence, même s'il reste très coûteux. Ça m'a un peu surpris d'ailleurs, il est vendu à 2495 $ en 1984, soit près de 6700 € aujourd'hui. Donc c'est quand même un gros budget. Apple va aussi allouer un très gros budget au marketing du Macintosh. Ils vont tourner une pub réalisée par Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner, Alien et Gladiator. Et c'est un gros coup. Et en plus, ils vont la diffuser pendant le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, qui est l'événement le plus médiatisé aux États-Unis, encore aujourd'hui. C'est un très gros coup. On voit le côté novateur de Jobs avec l'importance du marketing. Et en termes de marketing, il assure aussi très bien simplement quand il parle. Quand un journaliste demande à Jobs s'il a fait une étude de marché pour le Macintosh, Jobs répond « Est-ce que vous pensez que Graham Bell a fait une étude de marché lorsqu'il a inventé le téléphone ?» Une star des punchlines. Et aussi une star tout court, parce que le pari réussi du Macintosh fait de Steve Jobs une célébrité. Genre il traîne avec Yoko Ono, Andy Warhol, dans les petites soirées UP, etc. Mais la chute va aussi être rapide. Peut-être qu'il aurait dû vraiment faire une étude de marché, parce que les ventes du Macintosh dégringolent vite. L'ordinateur est très lent, et ça, le marketing ne peut pas le camoufler. Il n'y a toujours pas de ventilateur non plus, du coup le Macintosh gagne le surnom peu flatteur de grille-pain, tellement il chauffe. Ce qui n'est pas très pratique pour les ventes. 1 an après sa sortie, seulement 10% des objectifs de vente sont atteints. Et cet échec va coûter pas mal à Steve Jobs. Et pour le comprendre, il faut connaître le contexte dans lequel il évolue à Apple. Donc on va revenir un poil en arrière. Avant la sortie de Macintosh, pendant son développement, le CEO Mike Scott s'est fait enlever de son poste parce qu'il était jugé trop instable. Mike Markula assure l'intérim, mais il faut trouver un nouveau patron sur le long terme. Steve Jobs, bien sûr, veut le poste, mais il est encore vu comme trop inexpérimenté par le conseil d'administration. Du coup, il se dit qu'il choisirait bien le nouveau CEO et il jette son dévolu sur la nouvelle star du marketing, John Sculley, le président de Pepsi. Ils organisent beaucoup de réunions et Sculley est très tenté, mais en même temps, il a peur de quitter son entreprise. Alors pour le convaincre, Jobs lui sort cette phrase légendaire. Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world? Et du coup, Sculley devient le CEO d'Apple en 1983. Les deux hommes s'entendent très bien, il y a même un rapport de paternalité, puisque Sculley est plus vieux d'une quinzaine d'années. Et le nouveau boss laisse énormément de pouvoir à Jobs. Par exemple, il réunit les équipes de développement de Lisa et du Macintosh et les place sous la seule direction de Jobs, qui va d'ailleurs être très revanchard et virer le quart des employés du projet Lisa en disant « Vous vous êtes plantés les gars, vous êtes l'équipe B, des joueurs de seconde ou troisième division. Alors aujourd'hui, on va en lâcher une partie pour qu'ils aillent gonfler les rangs des petites sociétés qui pullulent dans la vallée. » Vraiment, quand il voulait, il était quand même horrible. Hein. Mais il est content de son nouveau rôle. Et il en profite. Il invite même son père Paul à visiter les usines d'Apple. Le fils est très fier, le père est très admiratif de voir comment chaque détail est traité avec soin, comme il le faisait avec les barrières de la maison. C'est beau. Mais un certain vent de changement va commencer à souffler. D'abord, Wozniak, le cofondateur, va quitter Apple. Depuis tout ce temps, il continuait à travailler sur les mises à jour de son chef-d'œuvre, l'Apple II, mais avec l'enthousiasme des nouveaux produits, la direction de la boîte s'est complètement désintéressée de l'Apple II, ce que Wozniak a mal pris, puisque c'est le produit qui se vendait toujours le mieux. Son départ va déjà marquer une rupture, et ensuite quand les ventes du Macintosh vont dégringoler, les rapports entre le nouveau CEO Sculley et Jobs vont très sérieusement se ternir en 1985. Ils ont des divergences. Jobs trouve que Sculley n'est pas passionné par les produits Apple et n'a pas le goût du travail bien fait. Sculley, quant à lui, est très agacé par le comportement souvent cruel et égoïste de Jobs, au point que tout le monde chez Apple comprend très vite que ce sera soit l'un, soit l'autre. Il faut agir vite.
Jobs essaie de rallier des membres du conseil d'administration à sa cause pour virer Scully. Il en parle avec Jean-Louis Gasset, le directeur des opérations européennes d'Apple. Il a l'idée de faire un coup d'état interne contre Scully lorsque ce dernier partira pour un voyage d'affaires en Chine. Mais Gasset le sent pas trop, et du coup il va aller voir Scully et lui dire que s'il va vraiment en Chine, il ne sera plus CEO à son retour. C'est vraiment Game of Thrones le truc. Scully annule donc son voyage et se présente à la réunion du conseil prévue le lendemain. Il confronte Jobs qui lui répond « Je pense que tu es néfaste pour cette entreprise et que tu n'es pas la bonne personne pour la diriger. Tu devrais t'en aller. Tu n'as pas les compétences et tu ne les auras jamais. » Scully contre-attaque et demande immédiatement un vote au conseil en proposant de retirer Jobs de la direction du comité Macintosh, ce qui est accepté à l'unanimité. Cette décision est validée lors d'une autre réunion quelques jours plus tard qui présente le nouvel organigramme de la direction à Apple. Jean-Louis Gasset prend la place de Jobs à la tête de l'équipe Macintosh. Scully propose à Jobs de rester président d'honneur et d'être le visionnaire planétaire d'Apple. 2 titres symboliques, sans aucun pouvoir. Son nouveau bureau est tellement isolé qu'on l'appelle la Sibérie. Jobs se sent extrêmement abandonné. Il a alors 30 ans et quelques mois auparavant, avant tout ça, il avait donné une interview à un magazine où il avait déclaré « Je resterai à jamais lié à Apple. J'espère que toute ma vie, le fil de mon existence et celui d'Apple resteront intimement mêlés, comme la trame d'une tapisserie. Je prendrai peut-être mes distances quelques années, mais je reviendrai toujours. Cet éloignement sera peut-être inévitable. Je demeure un étudiant dans l'âme. C'est la clé de ma personnalité. Pour moi, je suis toujours sur le terrain d'entraînement. » Après cette victoire de Scully, Jobs part en Europe pour quelques temps, où il passe par Florence et Paris pour se ressourcer. Et très vite, l'ambition et le désir de créer sont plus forts que tout et le rattrape à nouveau. Il est temps de passer à autre chose, d'avoir un nouveau terrain de jeu et de dire « Next ». Vous l'avez compris, c'est une vraie page qui se tourne. Jobs quitte l'entreprise qu'il a cofondée. Il quitte Apple. Au passage, il emporte avec lui une dizaine d'employés importants qui n'étaient pas satisfaits de la nouvelle direction. Avec eux, Jobs a l'idée d'une nouvelle aventure et lance la marque Next, qui souhaite faire des ordinateurs plus spécifiquement pour les universités et les entreprises. Il réussit à créer des produits de qualité, mais qui sont trop chers, 2 fois plus que ce que les universités étaient prêtes à payer. Ce qui fait que Next n'arrive jamais à toucher le public visé. Mais ça restera une marque importante, puisque c'est sur un ordinateur de Next que Tim Berners-Lee, un informaticien britannique, a développé le World Wide Web à la fin des années 90. Le fameux www que vous mettez avant chaque site web. La marque de Jobs va donc jouer un rôle dans le développement d'Internet. C'est cool, mais pas assez. Lui, il espérait que, grâce à Next, un gamin à Stanford puisse guérir le cancer depuis sa chambre d'étudiant. Malheureusement, ça ne se produira jamais. En parallèle de Next, son goût pour l'informatique le rapproche d'une division de la société de George Lucas, le mec qui a fait Star Wars donc. En gros, George Lucas, il a besoin d'argent suite à son divorce, et il veut vendre une partie de sa boîte, Lucasfilm, et pas n'importe quelle partie, celle spécialisée dans l'infographie. Jobs, il est intéressé par la technologie qu'il développe et la puissance de leurs ordinateurs, donc il rachète cette division pour 10 millions de dollars. On est en 1986 et il vient tout simplement d'acquérir une division qui devient une entreprise qu'on connaît toutes et tous aujourd'hui, Pixar. Mais au début, c'est une catastrophe financière. Et Pixar vit tant bien que mal grâce à des contrats de pub. Steve Jobs doit investir des millions de dollars pour garder la société debout. Mais tout change lorsqu'il se rapproche de John Lasseter, qui dirige le service d'animation de Pixar. C'est un service très secondaire, et ils produisent des petits films de court-métrage, surtout pour montrer les capacités des ordinateurs de la boîte. Mais Jobs apprécie Lasseter parce que c'est un artiste. Il trouve que c'est la seule personne chez Pixar avec qui il peut dialoguer. Il va donc l'encourager à faire Luxo Junior dès la première année après son arrivée. Un court-métrage de 2 minutes en images de synthèse. C'est un court-métrage qui va se retrouver même nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation, mais sans gagner. Malgré la situation économique de la boîte, Jobs décide de continuer à protéger le service d'animation de Pixar et finance un projet par an. Ce sera une excellente idée puisque 2 ans plus tard, la boîte sort Tin Toy, qui va cette fois remporter l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Une première pour un film entièrement fait sur ordinateur. C'est là que John Lasseter, le boss du service d'animation de Pixar, attire l'attention de Disney, qui veut tout faire pour l'engager chez eux. Mais Lasseter reste fidèle à Pixar et à Jobs. Après de longues et difficiles négociations, Disney et Pixar se mettent d'accord pour faire un film d'animation dirigé par Lasseter. Le contrat est signé en 1991. Il n'est pas très équitable, puisque Pixar gagnera 12,5% des bénéfices. Et pendant la production, plusieurs entreprises comme Microsoft veulent racheter Pixar.
Mais Jobs est tellement convaincu par son potentiel qu'il refuse. Il sent que l'industrie du cinéma est sur le point d'être bouleversée. Et effectivement, lorsque le film sort en 95, c'est le blockbuster de l'année. Le film, c'est Toy Story. 300 millions de dollars au box-office. Jobs introduit Pixar en bourse une semaine après la sortie et il gagne 1 milliard et 200 millions de dollars en actions, ce qui est 5 fois plus que pendant l'introduction en bourse d'Apple. Ça permet aussi à Jobs de renégocier le contrat avec Disney et d'arriver sur un accord 50-50. C'est le début d'un très long partenariat avec des films comme Ratatouille, Cars, Là-haut ou encore Wall-E. Très fructueux artistiquement donc, même si les relations seront assez tendues entre le boss de Pixar et Michael Eisner, le boss de Disney. L'histoire va finalement s'arrêter pour Jobs en 2006, quand Disney va racheter Pixar pour 7 milliards et demi. Jobs va ainsi détenir 6% de Disney. Ça fera de lui le premier actionnaire individuel en termes de parts. Voilà. Le mec a quelque part réussi à construire Apple et Pixar dans la même vie. Et je trouve ça incroyable. Et même si elles n'ont pas la même activité, c'est deux boîtes qui ont beaucoup de sympathie aux yeux des gens et qui ont bouleversé leurs industries. Et des bouleversements, il y en a un autre, cette fois plus personnel. De retour en 86, en plus des débuts de Next et de Pixar, il y a aussi un événement marquant dans la vie de Steve. Sa mère, Clara Jobs, décède à la suite d'un cancer du poumon. Il est alors prêt à faire ce qu'il n'a pas voulu faire avant, pour ne pas lui causer de tristesse. Il sent que c'est le moment en fait de partir sur la trace de ses parents biologiques. Il demande quand même l'autorisation à son père, qui l'accepte tout de suite. Jobs, grâce à un détective privé, retrouve donc Joanne Simpson, sa mère, à Los Angeles. Il explique avoir voulu la rencontrer par curiosité, en disant « Je crois que l'environnement plus que les gènes forge votre personnalité, mais j'avais envie de connaître mes racines biologiques. Je voulais aussi rencontrer cette femme, pour lui dire qu'elle avait eu du courage, pour la remercier, parce que j'étais bien content qu'elle ne se soit pas faite avorter. Elle avait 23 ans, elle avait vécu un calvaire pour m'avoir. » Joanne montre beaucoup d'affection à Steve et lui apprend qu'il a une sœur, 2 ans plus jeune, Mona Simpson, qui souhaite être écrivaine. Mona, au départ, est assez méfiante et jalouse de cet inconnu qui débarque, mais rapidement, frère et sœur vont finir par être très proches. Ils partagent tous les deux un même sentiment d'abandon, puisque le père, Abdul Fattah Jandali, le docteur en sciences politiques, a quitté Joanne et Mona lorsqu'elle avait 5 ans. Mona, une fois qu'elle a retrouvé Steve, elle va en savoir plus sur leur père, et elle engage à son tour un détective privé. Donc c'est visiblement un truc de famille, et elle découvre qu'il est devenu restaurateur. Elle va le rencontrer dans un de ses restaurants, et il y a une anecdote incroyable. Steve avait demandé à Mona de ne pas mentionner leur lien. Pourtant, pendant la discussion, c'est Abdul Fattah lui-même qui évoque Steve Jobs, en racontant fièrement qu'un jour, ce célèbre entrepreneur est venu manger dans son restaurant. En réalité, père et fils s'étaient déjà rencontrés sans le savoir. On dirait une scène de film. Une vie privée qui va d'ailleurs se stabiliser peu à peu. Après son départ d'Apple, Steve Jobs va vivre une relation de courte durée avec Joan Baez, la chanteuse folk très connue dans les années 60. Et comme c'est une ex-compagne de Bob Dylan, le chanteur qui l'écoutait en boucle dans sa chambre quand il était jeune, Jobs est bizarrement très content de ce lien un peu particulier qui les unit. Voilà. Un peu weird. Mais il y a une quinzaine d'années de différence d'âge et Baez ne veut pas fonder de famille avec Jobs. La relation s'arrête donc, en bons termes. C'est à noter vu comment Jobs semble parfois détruire les personnes qu'il croise. Il pourra finalement construire une famille avec Lauren Powell, une analyste boursière, qu'il rencontre lors d'une conférence. Il se marie en 1991, sous le regard d'une 50aine de personnes, dont Paul Jobs et Mona Simpson. La cérémonie est assurée par Kobun Chino, son vieux maître de zen. Jobs et Lauren vont vivre un amour plutôt tranquille. Lauren n'a pas le côté névrosé de son mari, et elle assure un rôle de stabilité dans la relation. Ils vont avoir 3 enfants ensemble, entre 91 et 98, 2 filles, Erin et Eve, et un garçon, Reed. Et dans tout ça, il y a aussi la fameuse Lisa. Lorsqu'elle aura 14 ans, en 92, elle va avoir des problèmes avec sa mère et elle va emménager chez son père. Jobs essaie d'être un bon père pour elle, mais son caractère parfois distant et ses absences dues au travail rendent la relation compliquée. C'est souvent Lauren qui va rétablir un équilibre et assister aux réunions parents-prof par exemple. Mais les tensions entre père et fille s'enchaînent quand même et Jobs coupe même les vivres à Lisa à un moment tellement ils se disputent, alors qu'elle doit payer ses frais d'université. Elle demande à un ancien développeur de chez Apple et ami de la famille de lui donner $20 000, ce que Jobs va ensuite lui rembourser. Voilà, c'était le petit point famille. Alors, on a vu qu'Apple a gentiment remercié Jobs, qui pendant ce temps-là a fait des trucs assez fous, mais on n'a pas vu ce que devient la boîte pendant ce temps-là. Eh ben, figurez-vous qu'après le départ de Jobs, tout allait bien pendant plusieurs années, mais là, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Il n'y a plus vraiment d'innovation depuis le Macintosh. La compagnie, elle est mal gérée, Scully, il est parti, Microsoft et Windows deviennent de plus en plus incontournables, Apple n'a plus que 4% des parts de marché dans les années 90, alors que c'était 16% dans les années 80. Le nouveau CEO,
Jill Amelio mise beaucoup sur un nouveau système d'exploitation pour ordinateur, le Copland, qui ne sera finalement pas prêt à temps. Apple a donc besoin d'un nouveau partenaire pour leur livrer un système de toute urgence. Leur choix va se rabattre sur... Devinez qui ? Next. Bah oui. Évidemment, Jill Amelio est très perplexe au début parce qu'il sait ce qu'un retour de Steve Jobs peut impliquer, mais il est dos au mur. Apple décide alors de racheter Next, puisqu'ils ont une équipe de personnes très talentueuses et un logiciel prêt à être utilisé. L'accord est conclu en 1997 et Steve Jobs réintègre Apple dans un rôle de conseiller à mi-temps. Il a 42 ans, 12 ans après son départ ça me donne des frissons, Je trouve ça fou, moi. 12 ans après son départ de la boîte qu'il a fondée, c'est un retour un petit peu comme Zinedine Zidane en 2006. Voilà. Mais c'est fou. Mais par contre, Jobs est vexé qu'on ne lui ait pas proposé d'intégrer directement le conseil d'administration, donc il reste passif dans un premier temps pour analyser la situation à l'intérieur d'Apple, et dès qu'il peut, il glisse des hommes de confiance dans des rôles clés. Smart. Voilà. Il prend aussi conscience que Amelio est incompétent. Est-ce qu'on est surpris ? Non, voilà. Comme les résultats financiers de la compagnie commencent à faire craindre carrément la faillite, une ambiance de chaos et de panique s'installe. Steve Jobs reçoit un coup de fil de Ed Woolard, du conseil d'administration, qui lui demande de devenir CEO. Étonnamment, Jobs est assez tiède au début. Il accepte de revenir siéger au conseil, mais pas en tant que président, avant de finalement se laisser convaincre. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête à ce moment-là ? En fait, il l'explique en disant que j'étais content de passer du temps avec ma famille. C'était un vrai dilemme. J'avais conscience qu'Apple était en mauvaise posture, alors je me posais des questions. Voulais-je abandonner cette belle vie que j'avais ? Quelle allait être la réaction des actionnaires de Pixar ? J'en ai parlé avec diverses personnes que j'estimais, et finalement, j'ai appelé Andy Grove, le PDG d'Intel. Il était 8h du matin, un samedi, et c'était visiblement trop tôt. Je lui ai raconté la situation et il m'a arrêté en plein élan. « Steve, j'en ai rien à foutre d'Apple. » J'étais stupéfait. C'est alors que je me suis aperçu que pour moi, Apple comptait. J'avais créé cette entreprise et c'était une bonne chose pour le monde qu'elle soit là. Rapidement, Amelio est viré, Jobs revient aux commandes, il est surnommé iCEO par les équipes à cause du I pour intérim. Enfin, du I pour intérim. Ce qui va influencer le nom des futurs produits qu'on connaît tous, évidemment. Vous l'avez vu. Voilà. Il fait un très grand ménage. Il y a seul Woolard qui reste dans le conseil. Il renouvelle complètement la direction et se sépare aussi de certaines figures qui étaient là depuis longtemps, comme Mike Markula, à qui il rend visite en personne chez lui pour lui annoncer. Dans la discussion, Jobs lui demande quand même quelques petits conseils sur la manière de faire vivre Apple le plus longtemps possible. Et Markula lui répond « Apple a été évincé par Microsoft sur le marché des micro-ordinateurs. Tu dois changer de cap, orienter Apple vers un autre produit. Tu dois être comme un papillon et accomplir ta métamorphose. » Cette métamorphose passe par le marketing. Déjà, Jobs se forge son image personnelle grâce au styliste japonais Issei Miyake qui lui confectionne une centaine de cols roulés noirs. Alors de base, Jobs rentre en contact avec Miyake pour réfléchir à un uniforme pour les employés d'Apple, mais finalement, l'idée se fera pas. Mais voilà, il y aura donc bien un uniforme pour le iCEO. Col roulé noir, jeans et souvent des baskets comme des New Balance. Un style moderne et minimaliste, vraiment à l'image d'Apple en fait. Et c'est réussi, parce que quand on pense à Jobs, on pense d'office à son outfit. En parallèle, il y a l'image d'Apple qui est renouvelée, avec le lancement d'une nouvelle publicité, Think Different, où la marque est associée à des personnalités comme Gandhi, Picasso ou Einstein. Il y a le logo de la pomme sur leur portrait en noir et blanc. Ça donne un côté rebelle et créatif à la marque, et Jobs est très content de ça, lui qui a grandi dans le contexte hippie. Mais il n'y a pas que le marketing. Il y a aussi la réalité financière. Là, c'est moins cool. Jobs licencie 3000 employés, ce qui permet à Apple de redresser ses finances et de faire du bénéfice. Après 2 ans d'énormes pertes. Maintenant, il ne restait plus qu'une chose, plutôt essentielle à faire. Créer. Qui dit nouvelle ère, dit nouveau produit. Jobs, qui a toujours le don pour trouver les bons associés, fait équipe avec Johnny Ive, un jeune designer britannique. Ensemble, ils vont imaginer le iMac. C'est un tout nouvel ordinateur destiné au grand public qui va extrêmement bien marcher avec son design bleu. C'est l'ordinateur par excellence pour pouvoir surfer sur Internet en toute facilité et sera vendu à plus de 6 millions d'unités après sa sortie en 1998. Jobs recrute aussi un certain Tim Cook, que vous connaissez sûrement, un acharné de travail pour devenir directeur des opérations. Jobs apprécie beaucoup Tim Cook qui se lève à 4h30, traite ses emails, fait 1 heure de sport et arrive au bureau vers 6h. Voilà, une discipline iconique, vraiment. Alors, de manière un peu moins iconique, Steve Jobs, lui, roule dans une Mercedes sans plaque d'immatriculation et se gare régulièrement sur des places handicapées au travail, ce qui fait que certains employés lui écrivent une pancarte « Park different ».
Mais malgré ses abus, il est tellement brillant que le conseil d'administration d'Apple et Ed Woolard le supplient de laisser tomber le côté intérimaire de son titre de CEO. Jobs accepte, mais il réclame en échange un jet privé, parce qu'il n'aime pas les vols commerciaux. En 2000, il devient donc officiellement, à 45 ans, le CEO tout court d'Apple, la compagnie qu'il a fondée 24 ans plus tôt, en 1976. À partir de là, Jobs rentre dans ce qui est sans doute sa phase la plus créative. Il commence à imaginer que l'ordinateur va devenir le centre d'un foyer numérique, avec d'autres appareils qui vont graviter autour, comme les caméras ou les lecteurs de musique. C'est donc dans ce contexte qu'il travaille sur l'iTunes Store et sur l'iPod. Il doit persuader les maisons de disques de vendre leurs produits de manière numérique sur la plateforme. Alors, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais à ce moment-là c'était une nouveauté majeure. Jobs collabore avec son idole de toujours, Bob Dylan, pour proposer l'entièreté de son catalogue sur iTunes, ou bien avec Bono, du groupe U2. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ce matin là où on s'était réveillé. On avait tous un album de U2 dans notre iTunes. Voilà. C'était hyper pénible, je trouve. Sauf pour les fans de U2, pour qui clairement ça devait être Noël. Pendant cette folle période créative qui l'impose aussi au reste du monde, Jobs est malheureusement rattrapé par la réalité des choses. En 2003, on lui diagnostique un cancer du pancréas. Au départ, Jobs refuse d'être opéré pour qu'on lui enlève la tumeur, parce qu'il ne veut pas qu'on lui ouvre le corps. Il essaie plutôt de continuer ses régimes à base de carottes crues et tente des séances d'acupuncture, pendant que Tim Cook gère les affaires à Apple. Mais 1 an plus tard, la tumeur a grossi et il est donc obligé de passer sur la table d'opération. Il pense être guéri, et c'est ce qu'il annonce à son entourage, mais le cancer continue à s'étendre jusqu'au foie. Il décide désormais de continuer à affronter la maladie en secret, et c'est durant cette période qu'il réalise une de ses interventions les plus mythiques, un discours pour la remise des diplômes de l'université de Stanford en 2005. Jobs va ainsi raconter 3 histoires aux jeunes diplômés de Stanford, parce qu'il sait que tout le monde déteste les conférences, mais que tout le monde adore les histoires. Il raconte comment il a arrêté l'université des années plus tôt, comment il a dû quitter Apple, et enfin comment il a vécu l'annonce de sa maladie. Voilà, je crois que la vidéo complète est sur YouTube d'ailleurs. Il y a par exemple un passage très touchant où il dit que « Me rappeler que je serai bientôt mort a été un moteur essentiel pour m'aider à prendre les plus grandes décisions de ma vie, parce que presque tout, les attentes, la fierté, la peur de l'embarras ou de l'échec, tout cela s'évanouit face à la mort. Et qu'il ne reste que ce qui compte vraiment. Se rappeler qu'on va mourir est le meilleur moyen d'éviter le piège qui consiste à croire qu'on a quelque chose à perdre. On est déjà nu. Alors pourquoi ne pas écouter son cœur ? Ah bien dit Steve, memento mori. Memento mori. En tout cas, écouter son instinct a été très bénéfique pour Jobs, puisque l'iPod, sorti en 2001, compose presque la moitié des ventes de la marque. Apple atteint alors des bénéfices monstrueux. En 2007, ils annoncent un chiffre d'affaires record de 7 milliards pour le premier trimestre, dont 48% grâce aux ventes de l'iPod. Mais Jobs continue à se défier et à se remettre en question, et il sent qu'il y a un point faible dans la nouvelle offre d'Apple, le téléphone portable. Ce projet va être influencé par une idée déjà en développement, celle d'une tablette sans clavier ni stylet. Jobs se met au travail et réalise qu'il peut exploiter la technologie tactile développée pour la tablette et l'adapter au téléphone. En janvier 2007, il révèle au monde ce produit qui, à mon sens, a changé la face de l'humanité, l'iPhone. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Jobs invite son vieux compère Wozniak à la présentation, ainsi que l'équipe de pirates qui avait travaillé avec lui sur le Macintosh en 1984. C'est un immense succès mondial. Malheureusement, 1 an plus tard, sa maladie gagne du terrain et il apparaît tellement amaigri à la keynote Apple que tout le monde ne parle que de son état de santé. L'agence Bloomberg publie même par erreur sa nécrologie qui était déjà prête. De son côté, il fait tout son possible pour garder le secret autour de sa santé, mais comme il gère une société qui est cotée en bourse, ça pose certaines questions légales et beaucoup d'employés et de cadres se demandent ce qu'il en est vraiment. En vérité, Jobs a urgemment besoin d'une greffe de foie et même malgré sa richesse et son statut, les listes d'attente pour les greffes sont très réglementées et il n'existe aucun moyen de passer devant les autres. Sa femme Lorraine surveille chaque soir cette liste parce qu'elle sait que les jours de son mari sont comptés.
Et finalement, enfin, une place se libère. Jobs est donc opéré et il peut revenir chez lui à Palo Alto pour se reposer. Mais là, il réalise quelque chose qui lui apporte une autre douleur. Il n'est pas là et Apple se porte très bien. Les chiffres augmentent et Tim Cook est très compétent pour gérer la compagnie. Donc voilà, ça le touche un petit peu. Malgré ça, Jobs réunit toute l'énergie qui lui reste. Il a encore un produit révolutionnaire à donner au monde, l'iPad. Il arrive à se remettre en forme et à participer au lancement de la tablette en 2010. C'est ce qui va achever une période folle qui commence avec l'iPod, qu'il a imaginé parce qu'il voulait avoir des chansons dans ses poches, en passant par iTunes, l'App Store, l'iPhone et donc l'iPad, autant de choses qu'on utilise encore tous les jours. Pendant sa dernière apparition publique, on le voit présenter le projet du campus géant d'Apple qui va se situer à Cupertino, en Californie. La Californie, où depuis un garage, il a réussi à non pas changer le monde, mais tout simplement à en créer un nouveau. Un bouleversement de tous nos usages et de notre manière de nous connecter entre nous. Steve Jobs s'éteint le 5 octobre 2011, à l'âge de 56 ans. Lui, dont on disait qu'il avait un champ de distorsion de la réalité, tellement il pouvait faire plier la réalité selon ses désirs, n'arrive tout de même pas à réinventer la mort. Philosophe, une de ses dernières discussions avant son décès est sur l'au-delà. Est-ce qu'il existe quelque chose après ? Il espère que la conscience survit, mais en même temps, peut-être que c'est comme un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint, et que d'un coup, il n'y a peut-être plus rien. Une perspective plutôt déplaisante pour Steve, lui qui a toujours milité contre les boutons on-off. Après sa mort, les hommages pleuvent de tous les côtés. Que ce soit de la part d'un de ses plus grands rivaux, Bill Gates de Microsoft, ou de la part du président américain de l'époque, Barack Obama, qui dit que Steve était l'un des plus grands inventeurs américains, assez courageux pour penser différemment, assez audacieux pour croire qu'il pouvait changer le monde, et assez talentueux pour le faire. Steve Jobs devient l'exemple parfait du self-made man, celui qui a réussi le rêve américain. On le qualifie de leader, de visionnaire, de génie. On le compare même à Einstein. Alors que c'est un homme qui avait peu de compétences techniques. Mais justement, c'est aussi ce qui l'a aidé à se mettre dans la peau de monsieur et madame tout le monde. Et à créer des produits accessibles à tous. Il a think different. Penser différemment. Comme le slogan de sa marque. Pour le philosophe Olivier Assouline, Jobs incarne le capitalisme esthétique. Avec des objets qui doivent être performants, mais aussi beaux. Et pas seulement les objets, mais aussi les boutiques, les emballages, et les publicités. Aujourd'hui, bientôt une quinzaine d'années après sa disparition, son héritage reste très fort. Et même si pour certains ou certaines, Apple a perdu de sa magie depuis que son sorcier fan de zen n'est plus aux manettes, sa façon d'imaginer la technologie est encore présente au sein d'Apple et en dehors. Encore à ce jour, il est possible d'aller sur le site de la marque pour voir les centaines de milliers d'hommages écrits à son fondateur. Et à travers ses produits, comme ses paroles, Steve Jobs continue de parler à des générations. Il a laissé pas mal de leçons, dont celle-ci, que je trouve très inspirante. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier d'un dogme qui serait de vivre avec les objectifs d'un autre. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo extrêmement longue. On s'est pas mal posé la question de, je sais pas, peut-être la séparer en deux parties ou quoi, mais je trouve que c'est une histoire qui méritait peut-être une vidéo aussi longue. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous a autant touché que ça a pu me toucher. Évidemment, c'est un personnage avec beaucoup de parts d'ombre, dont on a parlé, mais c'est aussi un personnage assez incroyable. Voilà, à plein des égards. Je vous embrasse fort, et voilà, et à très bientôt. Love, peace. Ciao.